Bon après-midi et bonne matin à tous. Pour ceux qui se joignent à nous sur la côte ouest, je m'appelle Homira Osman et au nom de Dystrophie musculaire Canada, je suis très heureuse de vous accueillir à notre webinaire pour une nouvelle session. Parlons des maladies neuromusculaires dans notre série. Avant de présenter le sujet d'aujourd'hui, je tiens à mentionner qu'on a mis en sourdine tous les participants. Mais je vous invite à taper vos questions ou commentaires tout au long de la session aujourd'hui dans la boîte de chat. On aura beaucoup de temps à la fin du webinaire pour une séance questions-réponses. Veuillez noter qu'un enregistrement du webinaire d'aujourd'hui sera disponible à la fin de la semaine sur notre chaîne YouTube DMC. Ceci étant dit, commençons. Le webinaire hebdomadaire d'aujourd'hui porte sur la myasthénie grave. Ce webinaire tombe à point nommé car juin est le mois de la sensibilisation à la myasthénie grave au Canada, qui est consacré à la sensibilisation au soutien des personnes atteintes de myasthénie grave et à la création de liens pour la communauté de la myasthénie grave au Canada. Bien que Dystrophie musculaire Canada représente plus de 160 maladies neuromusculaires différentes, on reconnaît les besoins uniques et les riches expériences vécues par les personnes qui vivent avec la MG et les membres de leur famille. Notre but est de développer du matériel éducatif, de l'information et des opportunités de réseautage pour la communauté de la myasthénie au Canada et de continuer à soutenir la recherche clinique et translationnelle sur la myasthénie grave. Nous sommes très reconnaissants envers nos formidables conférenciers d'aujourd'hui qui seront en mesure de partager des informations fiables et fondées sur des preuves concernant la myasthénie grave. Avant leur présentation, j'aimerais remercier chacun de nos intervenants pour leur temps et leur expertise. On accueille tout d'abord le Dr Zaim Siddiqui. Le Dr Siddiqui est professeur de médecine et de neurologie à l'Université de l'Alberta et directeur du programme neuromusculaire. Le Dr Siddiqui a fait sa résidence en neurologie et sa formation de boursier à l'Université Duke aux États-Unis. Il participe à la recherche translationnelle et clinique sur la myasthénie grave et a été le chercheur principal de plusieurs essais cliniques nationaux et internationaux. Ces travaux ont permis d'optimiser l'utilisation de l'immunoglobulinothérapie dans les maladies neuromusculaires dans les régions rurales du nord de l'Alberta et des provinces voisines. Il a créé un laboratoire autonome de pointe grâce à une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation. Bienvenue, Dr Siddiqui. Merci. Pouvez-vous m'entendre maintenant? Oui. Vous pouvez y aller partager votre écran maintenant. Bonjour à tous et merci pour cette belle présentation. Je vais parler de la myasthénie gravis. C'est fondamentalement... on a un objectif pour aujourd'hui. Je vais vous donner d'abord une brève introduction sur la maladie elle-même, comment on finit par la diagnostiquer, mais une grande partie de mon exposé sera consacrée à vous donner quelque chose pour vous dire un peu ce qui va se passer dans ce domaine, dans le domaine de la recherche translationnelle, ainsi que les nouveaux traitements qui arrivent. La myasthénie est une maladie relativement rare. Sa prévalence est faible, mais la littérature récente montre que son incidence pourrait augmenter chez les personnes âgées. Il est possible que ça soit dû à un meilleur diagnostic cependant. Il s'agit d'une maladie auto-immune, ce qui signifie que votre propre organisme produit des anticorps qui attaquent les protéines situées à la jonction entre le nerf et le muscle, qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Ces anticorps sont dirigés contre des protéines spécifiques, le plus souvent contre le récepteur d'acétylcholine. Et il existe des anticorps aussi qui s'attaquent à une autre protéine de la jonction neuromusculaire, la tyrosine kinase, une protéine spécifique du muscle. Et il y a aussi certaines formes rares, l'antilipoprotéine et d'autres anticorps de type agron. Donc, voici les anticorps qui se sont avérés produire la maladie chez ces patients. En gros, dans une jonction normale, à gauche ici, vous voyez l'anomalie de la jonction musculaire. Ici, vous avez les terminaisons nerveuses et les synapses qui ne font qu'une jonction avec le muscle, avec la membrane musculaire. Ici, il y a un espace qu'on appelle la fente synaptique. Lorsque l'impulsion nerveuse ou le signal descend dans la terminaison nerveuse, elle libère de l'acétylcholine. L'acétylcholine se lie alors à la membrane du muscle, en particulier aux zones où se trouvent les récepteurs. Donc, la membrane musculaire a donc ses plis, et ces plis, au sommet, ont ces récepteurs spécifiques pour l'acétylcholine. Lorsque cette liaison a lieu, un courant électrique
est généré dans le muscle et le muscle se contracte. C'est donc un signal électrique qui se transforme en un signal chimique sous la forme d'acétylcholine qui génère à nouveau un courant électrique dans le muscle et celui-ci se contracte. En revanche, dans la jonction musculaire, les anticorps viennent attaquer ces récepteurs, surtout ces récepteurs de l'acétylcholine, mais aussi des récepteurs d'autres protéines, comme je l'ai mentionné. Alors, cette réaction antigène-anticorps fait en sorte que la jonction musculaire devient très simplifiée. Vous voyez ici que la profondeur des plis a été diminuée. Les récepteurs ont une densité réduite ici. Donc, globalement, la densité des récepteurs est réduite. Et lorsque le courant descend dans le terminal pour libérer l'acétylcholine, il n'y a pas assez de récepteurs pour que l'acétylcholine fonctionne. Et donc, le courant généré est très faible. Donc, cette transmission électrique ou électrochimique est affectée chez le patient atteint de myasthénie et comme de plus en plus de courant descend, les récepteurs ne sont pas suffisants. Cette acétylcholine s'accroche dans la jonction et elle est ensuite hydrolysée ou digérée. Donc, il n'y a pas assez de courant généré et le muscle se fatigue. Donc, la myasthénie elle-même a une distribution bimodale. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est plus fréquente chez les femmes à un jeune âge et au fur et à mesure que l'âge progresse, elle est aussi présente dans les populations plus âgées et dans ce cas-là, elle est plus souvent observée chez les hommes. La plupart d'entre vous qui souffrent de cette maladie reconnaîtront les symptômes. Le signe distinctif de la myasthénie est la faiblesse musculaire. Et la caractéristique typique de cette faiblesse musculaire est qu'elle est fluctuante et fatigable. Ça signifie que les faiblesses sont différentes d'un jour à l'autre, ça fluctue, et aussi au cours d'une même journée. Par exemple, ça va mieux le matin, le patient va vous dire qu'il se sent beaucoup plus fort le matin et que dans l'après-midi ou en fin de soirée, il commence à ressentir de la fatigue, de la lassitude. C'est ce qu'on appelle une faiblesse fluctuante. Les symptômes les plus courants, je vais vous les montrer bientôt. Les patients présentent souvent une vision double et des paupières tombantes. Les globes oculaires sont mal alignés et on peut le voir à l'examen physique. Les autres muscles qui impliquent une faiblesse faciale sont tous assez courants. Le sourire change, la voix change, ils deviennent avec une voix rauque ou nasillarde, ils ont des difficultés à mâcher et avaler, ils peuvent s'étouffer en mangeant. Toute combinaison de faiblesse des muscles du cou entraînant une chute de la tête et des difficultés respiratoires, faiblesse des muscles des membres en particulier, les muscles attachés au tronc, c'est-à-dire les muscles de l'épaule et de la hanche, se lever d'une chaise ou s'accroupir et se relever devient plus pénible. Ces patients demandent plus d'efforts et le patient meurt dans ses muscles. On voit donc que la myasthénie est une maladie hétérogène et qu'elle peut se manifester sous n'importe quelle forme et n'importe quelle combinaison de muscles, mais les muscles les plus fréquemment touchés sont ceux qui affectent les yeux. Il est utile de classer la myasthénie car elle affecte la prise en charge et l'évolution de la maladie. Typiquement, on divise la myasthénie en deux catégories, oculaire et généralisée. En d'autres termes, si elle se limite aux muscles oculaires, les yeux baissés, la vision double sont appelés oculaires. Sinon, elle est généralisée. L'âge d'apparition est important. On traite la myasthénie différemment chez les enfants et chez les adultes ou chez les personnes âgées. On utilise des traitements différents selon les différents groupes d'âge. L'atteinte thymique est critique. Tous les patients chez qui on diagnostique une myasthénie doivent subir un examen thoracique et un scanner pour s'assurer qu'ils n'ont pas de thymome. S'ils ont un thymome, quel que soit leur âge, il faut le resséquer. En général, on ne propose pas de thymectomie aux patients de plus de 60 ans, mais s'il y a un thymome, il sera resséqué à tout âge, s'il n'y a pas de contre-indication chirurgicale. Le statut sérologique est important, c'est-à-dire le type d'anticorps a une grosse implication pour le traitement. Certaines formes de myasthénie répondent mieux à certains médicaments, mais qu'on ne sache pas très bien ce qui détermine leur réponse au traitement. C'est pas clair. Exactement. Et puis, il y a le MGFS, la classification de la Myasthenia Foundation of America. Cette classification est utile pour la recherche. C'est une sorte de langage universel. Quand on parle à des experts, si quelqu'un me dit que son patient souffre d'une myasthénie de classe 3B, par exemple, je sais exactement ce que c'est par rapport à une myasthénie de classe 1A ou classe 1. Comment est-ce qu'on diagnostique la myasthénie? En général, c'est la suspicion clinique qui compte.
En Amérique du Nord, la littérature montre que le diagnostic tardif peut prendre environ 2 ans. Mais le plus grand obstacle, selon les gens, c'est d'avoir une suspicion clinique, parce que les symptômes de la myasthénie peuvent imiter un certain nombre de maladies. De nombreuses fois, on n'y pense pas. Mais une fois qu'on soupçonne une myasthénie, le diagnostic devient relativement plus facile. L'examen au chevet du patient est essentiel. On avait l'habitude de faire le test d'attention du passé en administrant un produit chimique et en voyant comment le patient réagit, mais ça ne se fait plus tellement de nos jours en Amérique du Nord. On utilise quand même le test de la poche de glace. Souvent, quand vous allez dans une clinique, votre médecin va vous appliquer une poche de glace sur l'œil pour voir si votre paupière tombante va s'améliorer, ou si vous fermez les yeux pendant 1 minute ou 2 pour voir si la faiblesse s'améliore après avoir fermé les yeux. Et ça veut dire que le patient a peut-être la myasthénie. Ensuite, on fait aussi des tests de laboratoire qui incluent des tests électrophysiologiques et physiologiques que je vais vous montrer dans une seconde ici. Voici les caractéristiques de l'examen clinique de la myasthénie qui est un signe distinctif. Vous pouvez voir le monsieur qui regarde vers le haut. Les globes oculaires sont mal alignés. Ce globe oculaire regarde en haut et à gauche. Ce patient va avoir une double vision quand il regarde vers le haut, mais aussi la paupière gauche est tombante ici. À mesure que le patient continue à regarder vers le haut au fil du temps, pendant environ 1 minute, vous pouvez voir que la paupière se ferme complètement. Pas seulement cela, mais le globe oculaire aussi. Vous pouvez voir que le globe oculaire s'est déplacé un peu vers l'extérieur aussi. Donc ça, c'est la fatigue. C'est un signe distinctif de la myasthénie, les caractéristiques classiques de la faiblesse fatigable qu'on essaie de rechercher dans l'examen clinique. Le test de la myasthénie, l'électrophysiologie, beaucoup d'entre vous l'ont eu, c'est ce que vous... C'est un muscle normal. Hein? Lorsque le nerf est stimulé, voyez-vous, la réponse du muscle est normale. Vous pouvez voir que la réponse reste constante avec un stimulus de 10/10. Mais chez le patient, avec la myasthénie, à mesure que vous continuez à stimuler le nerf, la réponse du muscle devient fatiguée et l'amplitude diminue. Et ça, c'est le signe distinctif. C'est ce qu'on appelle une réponse décrémentale, où l'amplitude initiale devient plus faible à mesure que le muscle se fatigue. Parce que je vous ai parlé de la physiopathologie, c'est-à-dire que l'acétylcholine se fixe sur le récepteur dans la myasthénie. Et cela crée des signes de fatigue chez ces muscles. C'est la contrepartie électrique de la fatigue musculaire. Enfin, si ça ne suffit pas, quelquefois on fait des EMG monofibres dans lesquels une aiguille est introduite dans un muscle et l'activité électrique est enregistrée. Chez un patient normal, avec une transmission normale, on peut voir une fibre nerveuse qui enregistre ceci. Voici 2 fibres qui sont alimentées par la même fibre nerveuse. Alors, ces 2 fibres musculaires sont synchronisées l'une avec l'autre. Et quand elles se déclenchent en même temps dans la myasthénie. Vous voyez, cet étirement horizontal. Il s'agit d'un retard dans la transmission du courant et une fibre se déclenche parfois en avance, parfois en retard. Et ça, c'est les marques d'un trouble de la transmission neuromusculaire. Dans les cas graves, dans les cas assez rares, parfois la première fibre se déclenche et la seconde ne se déclenche pas. C'est ce qu'on appelle le blocage. Ça suggère une affection plus sévère de la jonction neuromusculaire. Bien que ce test ne soit pas spécifique de la myasthénie, dans un contexte clinique approprié, c'est le test le plus sensible que nous ayons pour la myasthénie, pour diagnostiquer la myasthénie chez les patients pour lesquels les autres tests sont négatifs. Et enfin, on passe au test sanguin sérologique. Ça prend un certain temps, par contre, pour obtenir les résultats. En Alberta, il faut parfois attendre 2 à 3 semaines pour avoir les résultats. Dans la myasthénie généralisée, comme je vous l'ai dit, les anticorps les plus courants sont les anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine. Environ 80% des patients ont ça, tandis que dans la myasthénie oculaire, il y a seulement 50% qui ont cet anticorps antirécepteur de l'acétylcholine. Quant à l'anti-MOSC, ces 2 anticorps sont disponibles au Canada et pour l'anti-LPR4, c'est juste le début, ça commence. Ça vient juste de développer quelques essais. On espère que ça sera plus largement disponible dans les prochains mois. Et comme vous pouvez voir ici, ce sont des anticorps beaucoup plus rares que l'anti-LRP4. Et plus la taille de nombre de dossiers, environ 10% des patients ne montrent pas d'anticorps. Et ceux-ci sont appelés des patients anticorps négatifs. Et c'est là que le EMG à fibre unique est très important. Parce que ces patients, en plus d'être séronégatifs, présenteront des anomalies lors de ce test EMG. Alors, encore une fois, dans la myasthénie oculaire, le diagnostic est un peu plus difficile parce qu'il y a moins de patients qui ont des anticorps et il y a une forte proportion de patients séronégatifs. Chez ces patients en particulier, le diagnostic peut être difficile et c'est là où les tests électriques doivent être appliqués. Donc, on a parlé des anticorps. Bon, les anticorps dans la myasthénie sont considérés comme des biomarqueurs. C'est quoi un biomarqueur? Les biomarqueurs sont des entités qui sont très utiles dans notre domaine. Ce sont des entités qu'on peut quantifier objectivement. Par exemple, dans le cas du diabète, le taux de sucre.
Le médecin n'a même pas besoin de voir le patient. Son taux de sucre indique comment le diabète s'est développé au cours des 3 derniers mois et comment les médicaments fonctionnent. Les biomarqueurs peuvent donc être mesurés de manière objective et quantitative. Ça indique la maladie elle-même, ça indique son degré d'activité, la façon dont la maladie répond au traitement, si le patient présente des effets indésirables et s'il existe plusieurs biomarqueurs. Il y a plusieurs biomarqueurs, en fait, pour diverses maladies. Ça va des biomarqueurs génétiques jusqu'à l'histologie, en passant par les sérums sanguins. On peut avoir des protéines dans le sang, des marqueurs inflammatoires qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans l'IRM. La définition de l'IRM va nous aider à voir comment la maladie évolue. Et ça, ce sont des biomarqueurs. Donc, les biomarqueurs peuvent être des diagnostics pour les anticorps que je vous ai montrés. Ce sont des biomarqueurs diagnostiques. Les biomarqueurs diagnostiques dans la maladie asthénie peuvent être des biomarqueurs pronostiques aussi. Alors, quand le patient entre dans vos cliniques, si vous aviez un biomarqueur qui va vous dire comment la maladie va évoluer à long terme, ça serait important. Certains biomarqueurs peuvent vous dire comment le patient réagit à la thérapie. Dans le cas de la myasthénie, malheureusement, on n'a pas de biomarqueurs forts en dehors des biomarqueurs diagnostiques. Ces anticorps ne sont pas en corrélation avec le handicap. Ça ne nous dit pas, par exemple, si un patient qui a des anticorps antirécepteurs d'acétylcholine à des niveaux très élevés, est-ce qu'il a une maladie très légère par rapport à un patient qui a des niveaux très faibles. Donc, ces biomarqueurs ne prédisent pas l'évolution de la maladie, ne permettent pas de prédire la réponse au traitement. La recherche actuelle se concentre donc sur la découverte de nouveaux biomarqueurs. J'ai été impliqué dans cette recherche pendant de nombreuses années. Au cours des 5 à 7 dernières années, la communauté de recherche sur la myasthénie s'est fixée comme priorité de trouver des biomarqueurs robustes. Et c'est vers ça que le domaine se dirige aujourd'hui. Il y a un certain nombre de centres, avec un réseau, environ 8 centres en Amérique du Nord, qui collectent des échantillons pour voir s'ils peuvent trouver des biomarqueurs pour la myasthénie. Quant au traitement, bien, je vais y passer une minute ou deux à en parler. Juste pour vous faire savoir que la MG, vous savez, est une maladie hétérogène. Il n'y a pas deux patients identiques. Environ 85% répondent très bien au traitement, mais environ 15% sont réfractaires et sont affectés de manière assez importante. Il y a un certain nombre de facteurs qu'on prend en compte dans la gestion de la myasthénie. Quand un patient arrive, on examine son âge, la gravité de la maladie, la sévérité des symptômes et le délai dans lequel on doit les contrôler. Et si le patient a des problèmes respiratoires, on l'amène à l'hôpital, alors que dans le cas de la myasthénie oculaire, le traitement peut se faire en ambulatoire. Encore une fois, les comorbidités jouent un rôle énorme dans la gestion de la myasthénie. Par exemple, le diabète exclut certaines choses. On essaie d'éviter les stéroïdes en cas de diabète. Et il y a d'autres maladies auto-immunes. Environ 5% des patients ont une polyarthrite rhumatoïde et on essaie de voir si plus d'une maladie peut-être pourrait être gérée avec un seul traitement immunosuppresseur, etc. Alors, mon style de gestion est très variable d'un patient à l'autre. En général, on commence par un traitement symptomatique avec le Mestinon, puis on passe à des agents plus forts comme l'immunosuppression avec la prednisone. Ça se produit en combinaison et dans certains cas, on propose une thymectomie. Le Favofiscis et les IGIV sont réservés pour les cas les plus graves. Et ce que je veux souligner ici, c'est que dans les 2 dernières diapositives, la gestion de la myasthénie a changé. Il y a environ 10 ans, voici une publication majeure en neurologie, et ici, on peut voir les agents de première, deuxième et troisième et quatrième ligne. Les agents de première ligne sont la pyridostigmine, prednisone, thymectomie, peuvent rester les mêmes, mais les agents de deuxième et troisième ligne changent rapidement. Et typiquement, dans la myasthénie générale, on commence par un traitement symptomatique à l'acétylcholine. Et s'il y a un thymome, il faut procéder à une thymectomie. Et après ça, si le patient ne répond pas, on ajoute la prednisone et ou l'amyrinde séquentiellement ou en combinaison. Et on attend environ 1 an. Si le patient répond bien, on essaie de diminuer la prednisone. Et si ça ne répond pas bien, on passe à un autre agent. Et à ce moment-là, on va savoir que le patient est réfractaire. Et ce qui a changé ces dernières années, c'est ceci, c'est les nouvelles thérapies qui arrivent. Les anticorps monoclonaux, les thérapies ciblées qui sont spécifiquement dirigées contre une partie particulière de la réponse immunitaire. Le rituximab est couramment utilisé. On l'emploie régulièrement comme notre agent de deuxième et troisième ligne maintenant, très fréquemment. Et plus récemment, voici ma dernière diapositive, voici ce qui est plus excitant. Juste au cours des 2 dernières années, il y a un certain nombre de nouveaux médicaments qui sont apparus. Il y a l'essai Regain qui a montré que l'éculizumab était très efficace dans la myasthénie résistante, le ziluclopan, qui est arrivé l'année dernière, et il y a juste 2 semaines, vous pouvez voir ici, l'essai ADAPT, qui s'est révélé positif. Alors, ce sont des anticorps monoclonaux les plus récents avec un nouveau mécanisme d'action qui sont très efficaces. Donc, dans les 5 à 10 prochaines années, je m'attends à ce que
le paysage du traitement de la myasthénie soit modifié par des thérapies plus ciblées et nouvelles. Je pense que je vais m'arrêter ici et laisser la parole aux autres membres du panel. On peut répondre aux questions à la fin de ces exposés. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup, Dr. Siddiqui. Maintenant, nous aurons la Dr. Angela Gange. La Dr. Gange a terminé son diplôme de médecine à l'Université Memorial de Terre-Neuve. Elle a joint le personnel de l'Hôpital neurologique de Montréal en 1994 et est devenue la directrice de la clinique de la SLA en 1998. La participation du Dr. Gange à la recherche clinique a débuté alors qu'elle était résidente en neurologie. Elle a participé aux premiers essais sur la sclérose en plaques et le neurosida. Ses intérêts cliniques et de recherche sont les troubles neuromusculaires comme la SLA, la myopathie, les neuropathies, myasthenia gravis et la douleur. Le Dr. Gange est actuellement neurologue et directrice de l'unité de recherche clinique du Neuro de Montréal. Bienvenue, Dr. Gange. Je crois que vous pouvez aller de l'avant et partager votre écran dès maintenant. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Pourriez-vous le mettre en mode plein écran, Dr. Gange? C'est ce que je vais rechercher. Merci. Est-ce que ça le fait? Non, je crois que ça, c'est la vue de présentateur. Alors, je suppose qu'il faut cliquer sur les paramètres d'affichage juste là, en haut, au centre, où c'est écrit. Oui, oui, c'est ça. Donc, OK. Ah, nous y voilà. Désolé. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Gange. D'accord, les amis. Merci de l'introduction. Je vais commencer par quelques commentaires sur l'impact de la myasthénie sur la qualité de vie d'un patient, d'une personne, parce que les patients sont des personnes, bien sûr. Et l'effet de cette maladie peut être assez profond. Il n'est pas facile de faire comprendre ça aux autorités réglementaires quand ils cherchent à approuver ou non un nouveau médicament pour cette maladie. Comme le Dr. Siddiqui vient de le mentionner, on est certainement en train d'entrer dans une nouvelle ère et on rêve tous du jour où les patients n'auront plus besoin de prednisone ou d'IVIG chronique ou de plasmaphéreses pour maintenir une certaine qualité de vie. Alors, je vais parler de ce qu'on sait actuellement. On sait que les patients qui ont ce qu'on appelle une myasthénie réfractaire, et c'est le groupe qu'on cible actuellement avec certains de ces nouveaux médicaments, on sait que ces patients ont déjà essayé de nombreux médicaments dans le passé. Et ceux d'entre vous qui souffrent, qui ont la myasthénie réfractaire, peuvent comprendre que ça signifie généralement des visites beaucoup plus fréquentes chez le médecin et aux urgences, et même ça peut impliquer d'être admis à l'hôpital. Lorsqu'on s'est penché sur ce qui est efficace quand on a la myasthénie réfractaire, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été identifiés comme critiques. Et pour ceux parmi vous qui présentent ces symptômes, vous pouvez comprendre à quel point ça a un impact sur votre capacité à fonctionner normalement, qu'il s'agisse des activités normales de la vie quotidienne, comme s'habiller, manger, avaler, lire ou travailler, et votre capacité de travailler. Et comme vous pouvez le constater, ces symptômes sont très courants. C'est des tâches très courantes comme se peigner, se brosser les dents. Au moins la moitié des patients atteints de myasthénie réfractaire ont des problèmes pour faire des choses aussi simples que se brosser les dents ou se lever d'une chaise. L'impact peut être documenté en termes de pourcentage et il y a une petite étude ici qui a examiné un groupe de patients définis comme ayant la myasthénie réfractaire. Et comme vous pouvez le voir, 2 tiers des personnes avaient un effet très négatif de la myasthénie sur leur capacité à travailler et presque 2 tiers des patients devaient adapter leurs activités normales pour compenser
les symptômes de la myasthénie que le docteur Siddiqui vient de nous décrire. Encore une fois, le niveau de frustration dans cette maladie est très élevé puisqu'il vous empêche d'avoir des activités quotidiennes normales. Et c'est bien documenté qu'au moins 2/3 des patients trouvent que c'est assez significatif comme handicap. Pourquoi c'est important? C'est important parce que lorsqu'on regarde de nouvelles thérapies, quand on parle à des gens qui ont un rôle essentiel à jouer pour décider si les patients canadiens vont avoir accès ou non à ces médicaments, on doit être en mesure de décrire les bénéfices, les avantages de mieux traiter les maladies. Et si vous regardez simplement la capacité de travailler, par exemple, plus la myasthénie est grave, plus il est probable qu'elle va affecter directement votre capacité de travailler et qu'elle finira par affecter votre capacité de retourner au travail si les traitements ne sont pas efficaces dès le début. Donc, même s'il y a un grand nombre de nos nouveaux médicaments qui sont destinés aux personnes qui ont la myasthénie réfractaire, pour certains de ces nouveaux traitements, lorsqu'ils seront accessibles aux Canadiens, c'est sûr qu'on va chercher à les utiliser le plus tôt possible dans la maladie afin d'empêcher les personnes de devenir réfractaires. Mais pour l'instant, on s'intéresse au groupe des patients réfractaires, c'est celui qui nous intéresse. Ceux d'entre vous qui ont besoin de plusieurs médicaments ou de médicaments sur une base très régulière pour rester fonctionnels. Alors maintenant, je vais vous parler brièvement d'un certain nombre de programmes très intéressants. Et je dirais qu'il s'agit vraiment d'un changement radical. La première chose qui s'est produite et qui a déjà dépassé la phase des essais cliniques, c'est l'eculizumab, qui a été mentionné. L'étude Regain a été mentionnée par le Dr Siddiqui. Ce médicament a été approuvé pour d'autres maladies immunologiques, neurologiques graves, et l'eculizumab s'est avéré efficace pour la myasthénie réfractaire et pour une autre maladie, ce qui est un type de sclérose en plaques. Donc, avec l'approbation de l'eculizumab pour la myasthénie, ça a vraiment ouvert la voie à la façon dont on considère les traitements de la myasthénie, une façon nouvelle. Il y a une société qui s'appelle Raw Pharma, qui s'est maintenant associée avec une autre société appelée UCB, et eux, ils ont développé un médicament qui cible la même partie du système immunitaire qu'on appelle C5, mais qui la cible différemment de Solaris ou de l'eculizumab. Cette étude est maintenant ouverte à de nouveaux patients qui ont une myasthénie réfractaire. Je dois préciser d'emblée que toutes ces études sont proposées à plusieurs endroits au Canada. Nous, à l'Hôpital neurologique de Montréal, on offre plusieurs de ces essais et il y a d'autres endroits au Canada qui offrent aussi certains de ces essais. Alors, le pays tout entier n'a pas besoin de venir à Montréal. Il vous suffit de trouver votre clinique locale où certains de ces essais sont réalisés. Le zilucoplan, c'est le nom de ce médicament de Raw Pharma. En fait, il ne s'agit pas d'une injection intraveineuse, mais plutôt une injection sous-cutanée. Et le zilucoplan n'est pas un anticorps monoclonal, c'est en fait une petite molécule. Donc, vous faites une injection quotidienne de la même manière que les patients se donnent de l'insuline. Et ce médicament est maintenant envisagé comme un traitement permanent de la myasthénie grave. Les patients qui veulent participer à cet essai doivent avoir un certain âge, entre 18 et 75 ans. Ils doivent avoir une myasthénie réfractaire, myasthénia gravis, au moins généralisée. Une myasthénie, donc. Ils doivent avoir eu un test positif pour les anticorps du récepteur de l'acétylcholine ou peut-être qu'ils ne savent pas quel anticorps ils ont et ils sont toujours acceptables. Vous pouvez quand même être sélectionné pour l'étude si vous ne savez pas exactement quel récepteur vous avez. On a pris en compte certains scores lors de votre examen, à la fois au départ, c'est-à-dire lorsqu'on est prêt à commencer le traitement, et aussi lors de la sélection, c'est-à-dire là où on détermine si vous êtes admissible ou non à l'étude. Il y a quelques exceptions. Si vous avez utilisé Solaris dans le passé, vous n'êtes pas éligible pour essayer ce médicament, le zilucoplan. Et tant que votre thymectomie a eu lieu au moins 1 an avant le dépistage pour cet essai, vous êtes quand même admissible.
Donc, c'est un essai de 3 mois et une fois l'essai terminé, il y a ce qu'on appelle une extension ouverte, ce qui signifie que vous pouvez avoir le vrai médicament tant que l'extension ouverte existe. Et si vous êtes dans cet essai, si vous avez une aggravation de votre myasthénie, vous pouvez utiliser certains des traitements plus traditionnels pour traiter votre exacerbation de myasthénie. Je dois noter que les patients qui participent à des essais cliniques ne paient pas pour le médicament. Le médicament est gratuit. Ça fait partie de l'obligation de l'entreprise de fournir le médicament et d'offrir des services comme le stationnement ou le transport afin de permettre aux patients d'essayer ces nouvelles thérapies. Les résultats de phase 2 de ce médicament étaient en fait assez impressionnants, ce qui a conduit à ce nouvel essai. Et ça a montré une diminution impressionnante de certains éléments importants, comme le score QMG. Et ça a également montré une amélioration significative pour les activités de la vie quotidienne et des scores de qualité de vie pour les myasthéniques. En fait, on a pu documenter ces choses et comme le docteur Siddiqui l'a mentionné, on recherche des biomarqueurs. Dans ce cas-ci, le biomarqueur est dans le système du complément et on a pu prouver que ça avait un effet direct sur le complément, ce système du complément. C'est assez excitant. Les résultats de la phase 2 sont maintenant publiés et c'est pourquoi on est passé à la phase 3. Dans les essais cliniques, une fois que vous avez terminé votre phase 3, si vous continuez à montrer que le médicament fonctionne pour la myasthénie et qu'il n'a pas d'effet secondaire trop difficile pour le patient, alors l'étape suivante consiste à présenter le médicament à Santé Canada, à le faire approuver et à le rendre accessible à tous les Canadiens. Bien sûr, la prolongation de l'essai ouvert est aussi une reconnaissance par la compagnie dans les sites que les patients qui participent devraient avoir accès aux médicaments jusqu'à ce qu'ils puissent l'obtenir dans leur pharmacie locale comme n'importe quel autre médicament d'ordonnance. Ça peut parfois prendre des années. Les patients reçoivent donc un médicament gratuit pendant une longue période lorsqu'ils participent à l'un de ces types d'essais. Le deuxième essai de phase 3 pour la myasthénie, qui est en cours actuellement, provient d'une autre société appelée UCB. Ce médicament cible en fait quelque chose de différent. Ça cible quelque chose qu'on appelle le récepteur FcRn. Et ici, dans ce cas-ci, c'est un anticorps monoclonal. J'arrive à peine à prononcer son nom. Donc, c'est le rosanelixizumab. Rosanelixizumab. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a un nom plus court pour ça. Mais ça, c'est un médicament qu'on s'administre à soi-même une fois par semaine. C'est une injection sous-cutanée, comme l'insuline, et on se l'administre une fois par semaine. Ça a eu de très bons résultats en phase 2. Et si vous regardez cette diapositive, vous voyez beaucoup de critères à respecter. Vous devez avoir plus de 18 ans, vous devez avoir une myasthénie active, vous devez avoir des anticorps positifs. Dans ce cas-ci, ça vous prend des anticorps positifs, mais ça peut être des anticorps anti-MOSC. C'est pas seulement pour les patients qui ont des anticorps anti-récepteurs d'acétylcholine, ça peut être les anti-MOSC. Encore une fois, vous ne pouvez pas être sous Solaris, mais vous pouvez avoir eu Solaris dans le passé pour cet essai. Et certaines autres choses, comme l'absence de thymectomie récente, sont importantes. Les résultats de la phase 2 devraient avoir un taux de répondeur significatif, à la fois avec le score QMG et pour les activités de la vie quotidienne améliorées. Et ça montre encore une fois une baisse significative de ce qu'on a l'impression que sont les mauvaises protéines, les niveaux d'IgG, ce qui a conduit à cette étude de phase 3 qui est très importante. Le docteur Siddiqui a également mentionné Arginex. Arginex, en fait, a produit cet anticorps monoclonal, encore une fois, un anticorps contre le récepteur FcRn, et les résultats sont sortis il y a quelques semaines seulement. Comme le docteur Siddiqui l'a mentionné, ça montre une amélioration d'au moins 2 points dans les activités de la vie quotidienne pendant au moins 4 semaines consécutives. Si vous souffrez de myasthénie réfractaire, c'est très significatif, une amélioration de 2 points. Quand on combine ça avec le fait que c'est un anticorps qu'on peut s'administrer par cycle et que le traitement, qui est intraveineux, peut être administré à un taux de perfusion différent selon votre réponse au traitement,
Ça nous donne un nouveau moyen très important de traiter la myasthénie. En fait, avec ceci, on a ce qu'on va devoir faire, c'est un peu d'attendre quand ils vont envisager d'introduire ce traitement au Canada. Il faut attendre pour que les patients canadiens puissent y avoir accès. Il faut attendre encore. Je dois insister que le temps nécessaire pour obtenir un médicament dans votre pharmacie ou dans votre centre de perfusion locale, à partir du moment où on obtient des résultats comme ceci, ça peut quand même être assez long. Ça peut être de 2 à 3 ans, même dans le meilleur des cas. Ça signifie donc que si vous avez vraiment des difficultés et que votre myasthénie n'est pas bien contrôlée et que vous êtes prêt à vous rendre dans une clinique en Alberta, en Ontario ou au Québec, où on traite les patients dans le cadre de ces essais cliniques, vous pourrez avoir accès à certaines de ces nouvelles thérapies beaucoup plus rapidement que si vous attendez qu'elles soient approuvées ou disponibles dans votre centre de perfusion local. Alors là-dessus, je vais céder la parole à notre prochain intervenant, mais je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à la fin de cet exposé. Merci. Merci beaucoup, Dr. Gange. Maintenant, nous avons le Dr. Hans Katzberg. Le Dr. Katzberg est neurologue au Centre Prosserman pour les maladies neuromusculaires de l'Hôpital général de Toronto, du réseau universitaire de santé. Il est chercheur clinique au Cranbrook Brain Institute ici à Toronto. Il est professeur agrégé de médecine en neurologie à l'Université de Toronto, où il est également directeur du programme de bourse de recherche en neurologie depuis 2012. Le Dr. Katzberg a déjà été coprésident de la recherche pour l'Association canadienne des maladies neuromusculaires de 2012 à 2017. Il est aussi rédacteur en chef adjoint pour le Canadian Journal of Neurological Sciences. Il a été directeur de 2013 à 2018. Les intérêts de recherche du Dr. Katzberg comprennent l'évaluation et le traitement des neuropathies et des troubles de la jonction neuromusculaire, comme la myasthénie grave. Bienvenue, Dr. Katzberg. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oh, oui, c'est beau. Alors, je suis très heureux de partager aujourd'hui quelques informations sur l'évolution de la maladie, sur la façon dont la myasthénie évolue, la fatigue, la respiration, le sommeil et la somnolence. Vous verrez bientôt comment ces éléments interagissent. Voici mes divulgations. Je vais parler d'une subvention que j'ai reçue de Dystrophie musculaire Canada pour aborder certains de ces sujets. Il y a une autre divulgation. Voici donc les 3 questions. Quelle est l'évolution habituelle de la myasthénie grave? Quelle est la relation entre la fatigue, la somnolence et le sommeil dans la myasthénie? Et quelles sont les évaluations respiratoires à faire? Tout d'abord, parlons des types de MG, parce que ça a un impact sur la façon dont la maladie va évoluer. Et je suis très reconnaissant au Dr. Siddiqui d'avoir fait l'introduction où beaucoup de ces sujets ont déjà été soulevés. D'abord, il est important de noter qu'il existe également des formes génétiques et acquises de myasthénie et que la forme acquise est souvent une altération du système immunitaire, ce qui a un impact sur l'évolution de la maladie, parce que la forme acquise est plus souvent associée à des changements brusques qui peuvent s'aggraver, y compris des épisodes de ce qu'on appelle des crises, où il peut y avoir un problème de respiration dans la phase aiguë, mais aussi des améliorations spontanées. Et ça correspond au concept du Dr. Siddiqui sur les fluctuations. Il y a aussi des patients, comme le Dr. Siddiqui l'a mentionné, qui ont une myasthénie limitée aux yeux. Et ça aussi, ça peut être grave, mais en général, ça tend à être moins grave que la myasthénie généralisée, car ça affecte seulement les muscles oculaires. Ça n'inclut pas certains des autres muscles mentionnés par le Dr. Siddiqui, les muscles respiratoires, les muscles de la déglutition, les muscles des membres et les muscles axiaux de la colonne vertébrale. Avant de parler de la majorité des cas, il est important de noter les cas aberrants. Il y a des patients qui ont la myasthénie réfractaire. Ce sont des patients qui, malgré de multiples types de traitements avec lesquels on est intervenu de manière répétée, peuvent encore présenter des déficits importants. Il y a aussi l'autre extrême où il y a la myasthénie bénigne. Ça, ce sont des patients qui ont très peu de symptômes, sans même avoir essayé aucun médicament. Donc, il y a ces groupes aberrants qui existent, mais ils ne sont pas aussi courants que la majorité des patients qui ont souvent besoin de traitement. Ici à gauche, vous voyez un graphique sur la mortalité dans la myasthénie. On commence au début du siècle où cette maladie était vraiment
très grave, d'où le nom de myasthénia gravis ou myasthénie grave. Mais on peut voir qu'au fil des ans et des décennies, avec les améliorations de la technologie, le soutien des traitements, les unités de soins intensifs, ainsi qu'un certain nombre de traitements immunitaires qui ont vraiment commencé autour des années 60 et 70 jusqu'à aujourd'hui, et on voit que tout ça a vraiment aidé à adapter les traitements et à rendre la MG beaucoup plus gérable. Comme vous pouvez le voir, il y a encore plus de traitements et ça va changer le paysage encore davantage. Alors vraiment, tout le pronostic et l'évolution de la maladie va certainement être modifié au cours des prochaines décennies. Et dans un sens positif, parce qu'on va être capable d'obtenir un contrôle un peu plus spécifique avec ces médicaments. Mais je voudrais juste faire quelques commentaires d'ordre général sur l'évolution de la maladie. D'abord, la MG est une maladie chronique. Donc, bien qu'il y ait des périodes de rémission, tout patient peut entrer en rémission où il n'y a plus aucun symptôme ou très très peu de symptômes de la MG. Il faut savoir que la MG peut s'enflammer ou revenir même après de longues périodes. Je ne dis pas ça d'emblée aux patients pour leur faire peur. Non, je ne veux pas, parce qu'on vise la rémission. Je ne dis pas ça pour les effrayer, mais on vise. Il faut que les patients sachent qu'ils peuvent, ces symptômes peuvent apparaître. C'est une maladie chronique. La plupart des patients vont avoir une certaine forme de traitement. Ça peut être un traitement symptomatique qui aide à contrôler les symptômes, peut-être de minute en minute ou d'heure en heure. Et on utilise aussi ce qu'on appelle les thérapies modificatrices de la maladie. Toutes ces thérapies que le Dr. Gange a mentionnées agissent sur le système immunitaire et on a un certain nombre d'autres médicaments que le Dr. Sedika a présentés. Ce sont des médicaments un peu plus anciens qu'on utilise également pour contrôler le système immunitaire. Et il y a aussi les traitements chirurgicaux, l'ablation du thymus. Il y a plus de 100 ans, ça s'est avéré bénéfique. On l'utilise encore. Et il y a de plus en plus de preuves que ça aide dans la myasthénie. Alors, ça fait partie des traitements. Les objectifs du traitement sont toujours la rémission, comme je l'ai mentionné. Idéalement, peut-être même une rémission prolongée ou ce qu'on appelle une manifestation minimale. Alors, vraiment, les gens ont alors une sorte de symptôme, mais ça a peu d'interférence avec le fonctionnement quotidien. Chaque patient qui a la myasthénie est différent. Et je sais qu'on dit ça souvent à propos de différentes maladies, mais c'est particulièrement vrai pour la myasthénie, parce qu'il y a toute une fluctuation, toute une variabilité naturelle de la maladie, qui peut parfois être imprévisible. Le Dr. Gange et le Dr. Sadik et moi-même, on aime traiter la myasthénie, parce qu'on peut réellement faire une grande différence dans la vie des patients. Mais ça exige aussi qu'on soit très vigilant, qu'on fasse très attention. Si l'état des patients s'aggrave, il faut toujours être au courant. S'il y a une petite poussée, il faut voir si on doit modifier les médicaments. Et du côté du patient, ça exige des contrôles médicaux réguliers, dans la plupart des cas. À moins qu'une personne n'a pas vraiment eu de symptômes depuis longtemps, et que ces contrôles puissent être faits moins fréquemment. Je devrais également mentionner que bien que la plupart de nos tests, comme le Dr. Sadiki l'a mentionné, sont bons avec certains des biomarqueurs, je suis d'accord avec lui pour dire que ce n'est pas très utile pour prédire l'état de santé d'une personne, ou même pour déterminer quel est son état actuel. On ne fait pas des tests électriques. Et les tests sanguins, c'est pas comme le diabète, où on peut voir comment votre diabète se porte en mesurant simplement la glycémie, ou même certains de ces tests électriques. Donc, en fait, les évaluations médicales restent les plus utiles. C'est donc important de vérifier avec votre médecin. Maintenant, comment on fait cette vérification? Et ça varie. Mais pendant la pandémie, on sait que beaucoup d'entre nous font des soins virtuels. Ça a changé encore. On doit souvent utiliser certaines de nos mesures de résultats en posant aux patients des questions sur leur état de santé. Et idéalement, si possible, en introduisant certaines évaluations en personne, où on vérifie la force de quelqu'un. On fait l'évaluation de force dans tout le corps. Un autre concept général, c'est que pendant qu'on fait tout cela, l'objectif du traitement n'est pas seulement de faire en sorte que la personne continue à fonctionner, à se sentir bien, mais aussi de prévenir des lésions musculaires. Le Dr. Sediki a montré avec ce diagramme, on peut voir les jolis plis avec beaucoup de récepteurs ici à l'extrémité, mais avec le temps, ce qui peut arriver en cas de crise multiple ou de myasthénie incontrôlée, on voit cet aplatissement de la membrane musculaire qui peut se produire et ça peut devenir permanent avec le temps. C'est ce qu'on essaie de prévenir et c'est pourquoi on invite les patients qui ont la myasthénie à consulter fréquemment leur médecin pour s'assurer que tout va bien. La différence entre les autres dystrophies musculaires et la myasthénie, à mon avis, bon, la myasthénie n'est pas une maladie neurodégénérative parce qu'on a des traitements.
il peut y avoir une faiblesse fixe qui se développe, mais notre objectif est toujours de prévenir cette faiblesse fixe. L'autre raison pour laquelle c'est un peu différent des autres dystrophies musculaires ou des autres maladies musculaires, c'est qu'une grande partie du problème qu'on voit ici se produit principalement dans ce qu'on appelle la jonction, la connexion entre les nerfs et les muscles, et pas dans l'ensemble du muscle. Et aussi, ces jonctions ont beaucoup de réserves pour maintenir la force. Il y a une espèce de réserve intégrée. Et ça affecte également l'évolution qui est quand même relativement favorable de la maladie. Parlons un peu de la fatigue. C'est un concept important dans la myasthénie. Voici une étude en haut à gauche que mon collègue, le Dr Barnett Tapia, qui travaille avec moi à la clinique, a développée pour examiner différents thèmes majeurs liés à la myasthénie. Et bien sûr, on vise à mesurer la gravité ou la déficience d'une personne dans tous ces différents aspects qui ont été mentionnés par le Dr Siddiqui. Mais l'autre concept qui est ressorti, c'est celui de la fatigabilité. C'est certainement un élément clé et c'est pas quelque chose que les médecins ont observé au fil des décennies. Voici des données recueillies lors d'entretiens avec des patients. Ce sont des données recueillies lors d'entretiens avec des patients depuis 2014. Donc, à notre époque, il est toujours vrai que la fatigabilité qu'on voit, c'est l'un des éléments les plus importants pour les patients et ça entraîne une déficience globale dans tous ces différents sous-thèmes ou ces différentes parties du corps qui concernent les muscles. Alors, cette fatigabilité est un signe distinctif. Et ce dont on parle ici, c'est la fatigabilité des contractions musculaires, la capacité à maintenir une contraction musculaire. Ce n'est pas aussi possible dans la myasthénie en raison des concepts mentionnés par le Dr Siddiqui. Il est important de distinguer cette fatigabilité de la fatigue. La fatigue est un peu moins spécifique. Si on cherche dans un dictionnaire, il y a un certain nombre de termes différents pour la désigner. La fatigue, la lassitude, l'épuisement, mais ce sont tous des termes non spécifiques qui peuvent ne pas correspondre à la fatigabilité de la contraction musculaire qu'on essaie de mesurer, mais ça peut tout de même être lié à la MG. Je ne les écarterai pas tous. Voici une étude qu'on a faite il y a quelques années. C'est une étude qui montre que juste le fait de poser cette question sur la fatigue en général peut quand même être utile pour mesurer la myasthénie. C'est important de reconnaître qu'il peut aussi y avoir d'autres causes, dépression, problèmes mentaux, problèmes médicaux comme une carence en vitamine thyroïdienne, etc. et d'autres conditions neurologiques et neuromusculaires aussi. Voici les différents groupes de muscles que j'ai mentionnés. Voici un certain nombre de façons différentes de voir la fatigabilité. Comme vous pouvez le voir, on mesure des millisecondes. Ça peut varier par certaines millisecondes au long de la journée ou même en termes de saison. Maintenant, voici les concepts pour nous expliquer comment le sommeil et la somnolence sont étudiés. Et ça fait partie d'une subvention de Dystrophie musculaire Canada. Et nous avons collaboré avec des collègues spécialistes du sommeil et de la respiration de l'Université de Toronto pour élaborer des stratégies et des concepts qu'on a empruntés à d'autres maladies comme les dystrophies musculaires, la SLA, qui présentent des schémas respiratoires similaires. Notre objectif est de se pencher sur les enfants et les adultes et d'étudier de manière exhaustive la façon dont la respiration se fait la nuit, pendant le sommeil, à travers le spectre d'âge et comment ça affecte les gens en général, pas seulement ceux qui ont une crise, mais en général. Alors, comment mesurer la respiration? Voici quelques concepts. On peut utiliser certaines questions. C'est assez limité, ces échelles de myasthénie, les différentes questions qu'on utilise. Quelquefois, on emprunte d'autres échelles qui sont utilisées pour évaluer la respiration. Un de nos objectifs dans ce projet est de voir lesquelles de ces questions pourraient être les plus valables si on les posait par téléphone ou en personne. Et certains des tests qu'on utilise en clinique sont des tests de volume. Donc, quelle est la force d'une personne pour produire un certain volume de respiration et aussi quelle est la force, quelles sont les pressions respiratoires. La pression maximale, la pression inspiratoire, vous pouvez voir l'appareil en bas à gauche avec un embout buccal, mais comme vous pouvez vous y attendre dans le cas de la myasthénie et d'autres maladies, la faiblesse de la bouche peut souvent être un facteur. Il y a aussi un test de reniflement qui peut être effectué par le nez. Et ce sont des choses qu'on étudie à l'aide de cette subvention. Il est important de noter qu'on effectue parfois ces tests en position assise ou couchée. La position couchée étant un peu plus difficile. On est en train d'étudier lequel de ces tests est meilleur pour l'AMG. Et qu'en est-il des troubles respiratoires du sommeil? Voici une autre façon de détecter les difficultés respiratoires parce que c'est pendant la nuit souvent que certains problèmes respiratoires peuvent se manifester. On sait depuis plusieurs années maintenant, grâce aux travaux du Dr Mike Nichols à London, que l'apnée du sommeil
ou un problème où la respiration s'arrête et reprend pendant la semaine. C'est fréquent, cette apnée du sommeil dans la myasthénie. Et la première publication de la subvention est parue il y a quelques semaines. Ça montre que ça peut se produire aussi chez les enfants. La bonne nouvelle, c'est que ce problème peut être traité à l'aide d'un dispositif qui applique une pression pour soutenir la respiration. Et la somnolence, pourquoi c'est important? Bien, si vous ne respirez pas la nuit, ça peut mener à de la somnolence pendant la journée. Voici une étude qu'on a faite il y a quelques années où on a montré cela. En fait, dans la myasthénie, cette somnolence diurne excessive est courante. Elle peut également survenir lorsque la myasthénie est stable et ça peut être difficile à détecter. Alors, on a effectué des tests de somnolence où les gens font des siestes et on a pu montrer que ça se produit dans la myasthénie. Et c'est souvent relié à l'apnée du sommeil qu'on pourrait s'y attendre. On a effectué un test de polysomnographie ou un test de sommeil nocturne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine? On a montré que le cadre d'une étude de suivi, que les siestes peuvent être maintenues parce que ce sont des siestes. On a montré que les patients souffrant de faiblesse due à la myasthénie peuvent être aidés. La faiblesse peut être atténuée par des siestes. C'est pas toujours facile. Voici quelques suggestions pratiques. D'abord, essayez d'avoir toujours une bonne nuit de sommeil. Si vous êtes toujours fatigué après ça ou si votre myasthénie est active, parlez-en à votre médecin. La sieste peut aider à la somnolence, mais peut aider aussi à la faiblesse, particulièrement la faiblesse des yeux, si on peut faire ces siestes. Donc, juste pour conclure, le cours de la myasthénie est variable, ça peut dépendre du type de myasthénie, des traitements administrés pour contrôler la maladie. Je pense qu'il y a beaucoup d'essais à venir qui pourraient changer le cours de la myasthénie, encore une fois, au cours des prochaines décennies. Et la meilleure façon de surveiller cela est de vérifier avec votre médecin les signes et symptômes de la myasthénie de façon intermittente pour s'assurer que vous n'entrez pas en crise et pour s'assurer que vous êtes optimisé. La fatigabilité de la contraction musculaire, c'est un signe distinctif de la MG, mais il faut faire attention à ne pas simplement attribuer une fatigue généralisée à la myasthénie. Il pourrait y avoir d'autres causes. Il existe des questions et des techniques validées. Je vous ai montré certains des appareils qu'on peut utiliser, y compris des études sur le sommeil si nécessaire. Je ne préconise pas ça pour tout le monde, mais vérifiez avec votre médecin si c'est approprié. Ça peut mesurer votre dysfonctionnement respiratoire. Et je pense que c'est quelque chose qui a été connu depuis des années. On sait que le sommeil est important pour la santé générale, pour la santé musculaire et pour la MG. Et certains de nos travaux confirment cela. Et si vous n'arrivez pas à avoir un sommeil réparateur, j'essaierai de faire des siestes si vous le pouvez et chercher un avis médical parce que ça peut être plus quelque chose que vous êtes capable de remarquer la nuit. Une assistance respiratoire pourrait vous être utile. Là-dessus, je vais conclure et je vais cesser de partager mon écran. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Katzberg. C'était excellent. Ensuite, maintenant, nous avons le temps pour nos questions-réponses en direct. Si vous avez des questions, allez-y et tapez-les dans la boîte de chat. Je sais que certains d'entre vous nous ont envoyé leurs questions par courriel à l'avance, alors on va commencer par ces questions-là. Voici une personne qui m'a envoyé un courriel pour me dire qu'on m'a récemment diagnostiqué avec une myasthénie grave. Y a-t-il un régime particulier que je devrais suivre ou des aliments à éviter? Dr. Katzberg, avez-vous des suggestions ou des informations à ce sujet? Oui, c'est une question courante. Je pense qu'une chose dont on parle souvent, c'est ce qu'on appelle le régime peu inflammatoire. On sait que la myasthénie est une maladie inflammatoire. Ça arrive donc quelquefois que les gens suivent certains types de régimes avec des aliments qui ont une faible valeur inflammatoire. Je n'ai rien de plus spécifique que ça à dire. Il existe un certain nombre de régimes que vous pouvez rechercher. J'encouragerais les gens aussi à profiter de l'occasion de vérifier auprès de leur médecin quels sont les médicaments à éviter. Il y a des médicaments à éviter aussi. Et quelles sont les vitamines et autres compléments dont il faut se méfier. Un exemple, c'est le magnésium qui peut aggraver la myasthénie. Pas tellement sous la forme de pilules, mais en général, c'est surtout s'il est administré par voie intraveineuse à forte dose, mais c'est quand même important de vérifier vos médicaments et vos suppléments. Merci. La question suivante, c'est une question qu'on a reçue qui demande si c'est acceptable de fumer un cigare occasionnel pendant qu'on traite la myasthénie grave. Est-ce que je peux laisser cette question à l'un des panélistes ou est-ce que je dois la poser? Dr. Katzberg, peut-être, avez-vous des informations à ce sujet? Non, rien de précis là-dessus. La respiration peut être impliquée dans la myasthénie. On a généralement tendance à demander aux patients d'éviter de fumer sous quelque forme que ce soit. Je pense que le cigare occasionnel n'est peut-être pas aussi mauvais que le fait de fumer quotidiennement, par exemple, mais je serais quand même prudent quant à l'inhalation.
car ça pourrait aggraver une myasthénie, alors qu'on peut déjà avoir des difficultés respiratoires par d'autres mécanismes. OK, il y a une autre question sur le fait d'avoir une respiration rapide superficielle fréquente à chaque effort. Est-ce que cette respiration rapide et superficielle indique une aggravation de la myasthénie? Donc, une respiration rapide et superficielle fréquente à tout effort. Est-ce que ça indique une aggravation de la maladie? OK, je vais faire cette dernière question parce que c'est un problème de respiration. Encore une fois, je pense qu'il peut y avoir plusieurs choses qui causent une respiration rapide et superficielle, surtout à l'effort. Mais si ça se produit régulièrement, par contre, ça peut être un signe que la myasthénie commence à s'aggraver. Je pense donc que si quelqu'un est inquiet à ce sujet, il devrait certainement consulter son médecin. J'ajouterai simplement à ceci que la respiration avec la myasthénie, c'est une respiration normale. Mais si la respiration devient plus difficile, lorsqu'elle s'allonge en particulier, ça suggère qu'il y a une faiblesse. Alors, il faut rechercher ça soigneusement. Si le patient a des difficultés à s'allonger et que la respiration s'aggrave, c'est un signe un peu plus spécifique. Mais encore une fois, ça peut être dû à d'autres maladies aussi. Et comme le docteur Katzberg l'a mentionné, vous devez consulter un médecin dès que vous avez des problèmes respiratoires avec la myasthénie. Il y a une question qui a été posée aussi pour savoir s'il y a un registre de patients pour la myasthénie grave. Ils ont demandé spécifiquement si DMC avait un tel registre, mais aussi à travers le Canada. Moi, je peux parler au nom de DMC. Lorsque vous vous inscrivez comme client chez Dystrophie musculaire Canada, on vous demande des renseignements sur votre diagnostic et on a des informations sur différents Canadiens d'un océan à l'autre qui sont atteints de myasthénie grave. Et je suis sûr que vous avez tous mentionné aussi le registre national canadien des maladies neuromusculaires qui recueille également des informations sur les personnes qui ont la myasthénie grave. Une autre question qui a été posée concerne une personne qui en est à son 2e trimestre de grossesse et qui a de la myasthénie. Elle s'inquiète de savoir si la myasthénie s'aggrave pendant la grossesse. Si elle s'aggrave généralement, c'est en train de difficultés lors de l'accouchement. Dr. Gunch, est-ce que je peux vous demander de parler de cette question? Il faut enlever ma sourdine. Ah, vous m'entendez très bien. Eh bien, c'est une excellente question. En fait, il y a cette règle des 3-3-3. Certains patients empirent, certains patients s'améliorent, certaines patientes restent les mêmes. Donc, la myasthénie peut s'aggraver pendant la grossesse et c'est en fait une des choses qui peut provoquer une exacerbation. Mais de mon point de vue, le plus important, c'est de s'assurer que vous êtes suivi par un obstétricien qui connaît bien les maladies auto-immunes pendant la grossesse. C'est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire. Bien entendu, l'obstétricien et le neurologue doivent rester en contact étroit pendant la grossesse. Et si vous avez des symptômes, tout le monde est fatigué, bien sûr, quand on est enceinte, et particulièrement, on est fatigué juste après. Mais il y a une différence dans la qualité de la fatigue entre la myasthénie et la fatigue postpartum normale due à un bébé qui ne dort pas. Alors, je pense que la chose la plus importante que je recommande à de toute femme enceinte, c'est d'être avec un obstétricien qui s'y connaît en maladies auto-immunes. On a tendance à les appeler des obstétriciens à haut risque. Ça ne veut pas dire que vous êtes à haut risque, mais ça indique juste qu'ils ont de l'expérience avec les femmes qui ont des maladies neurologiques ou d'autres maladies qui nécessitent une surveillance plus étroite. OK, très bien. Je fais juste attention au temps ici. Si on n'a pas répondu à votre question, je vous enverrai un courriel via research@muscle.ca ou vous pouvez nous envoyer un courriel. Je sais aussi, Dr. Ganch, que vous avez mentionné aujourd'hui la collecte de preuves ou d'informations pour aider à soutenir l'arrivée de nouveaux traitements au Canada ou pour les faire financer. À Dystrophie musculaire Canada, on mène actuellement une étude sur l'impact économique ou l'impact des maladies neuromusculaires. Par exemple, le coût de la vie avec des maladies neuromusculaires ont un impact sur votre qualité de vie. On encourage les Canadiens qui ont la myasthénie grave et les membres de leur famille à répondre à ce sondage. C'est sur notre site web. Et pour terminer, j'aimerais remercier
tous nos conférenciers d'avoir partagé leurs idées et l'équipe de Dystrophie musculaire Canada pour son travail continu de soutien aux personnes atteintes de maladies neuromusculaires. J'aimerais également remercier Alexion Pharmaceuticals pour son soutien à de telles initiatives éducatives et pour leur collaboration continue avec la DMC. Je publierai les 5 principaux renseignements du webinaire d'aujourd'hui d'ici la fin de semaine. Et comme toujours, je vous encourage à envoyer vos questions par courriel à research@muscle.ca. Je vous remercie de votre temps et merci encore à nos intervenants.